Guy Philippe, je commence par ce nom sans détour, parce qu'un peuple blessé n'a plus besoin de phrases molles. Il a besoin de vérités dites debout, dites clairement, dites avec courage. Peuple haïtien, je vous parle avec respect. Je vous parle comme on parle à un peuple digne, pas comme à une foule à manipuler. Je vous parle parce que votre histoire mérite mieux que le silence et l'habitude de la souffrance. Guy Philippe est un nom qui traverse le temps haïtien comme une ligne de fracture. Certains l'admirent, d'autres le craignent, d'autres encore le rejettent. Mais aucun esprit honnête ne peut dire qu'il est insignifiant. Et dans un pays où tant de dirigeants passent sans laisser de traces, cela signifie déjà quelque chose de profond. Un peuple ne s'attache pas durablement à un nom par accident. Il s'y attache parce qu'il y projette une attente, une colère, un espoir ou un refus. Et si Guy Philippe continue d'exister dans la conscience populaire, c'est parce que beaucoup d'Haïtiens voient en lui l'image d'un homme qui ne baisse pas les yeux. Je ne vous demande pas de l'idéaliser, je vous demande de comprendre pourquoi il est perçu comme un choix possible par une partie du peuple. Comprendre n'est pas se soumettre. Comprendre, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre pensée. Haïti souffre depuis trop longtemps, souffre de l'insécurité, souffre de la pauvreté, souffre de l'humiliation internationale, souffre surtout de dirigeants qui parlent fort mais se tiennent à genoux. Quand un peuple observe cela pendant des années, il développe un rejet instinctif de la faiblesse. Il ne cherche plus un homme parfait, il cherche un homme qui tient debout quand le vent souffle. Pour beaucoup d'Haïtiens, Guy Philippe représente cette posture. Non pas parce qu'il serait sans défaut, mais parce qu'il donne l'impression de ne pas plier facilement. Et dans un monde dominé par des rapports de force, cette impression compte plus que 1000 promesses. Je veux être clair sur un point essentiel. Quand on parle de pression étrangère, on ne parle pas de haine des autres peuples. On parle d'un fait simple. Les grandes puissances défendent leurs intérêts avant tout. Elles préfèrent des dirigeants prévisibles, dociles, rassurants pour leurs agendas. C'est une réalité mondiale. L'Afrique l'a appris dans la douleur et Haïti la vit encore aujourd'hui. Dans ce contexte, un homme perçu comme indépendant devient automatiquement dérangeant. Non pas parce qu'il attaque, mais parce qu'il ne demande pas la permission d'exister politiquement. C'est ainsi que beaucoup interprètent le parcours de Guy Philippe. Son passage par la prison est un fait historique. La justice a suivi son cours selon des règles établies. Mais dans la mémoire collective haïtienne, cet épisode dépasse le cadre juridique. Il devient le symbole d'un affrontement entre un homme et un système plus large que lui. Je ne dis pas pourquoi il a été arrêté. Je dis pourquoi tant de gens donnent un sens politique à cet événement. Parce que les peuples opprimés lisent toujours l'histoire entre les lignes. La légitimité dont parlent ses partisans n'est pas écrite dans des traités. Elle n'est pas signée dans des ambassades. Elle se construit dans la rue, dans les conversations, dans la fatigue collective. Pour eux, Guy Philippe connaît la douleur du peuple non pas parce qu'il l'a étudiée, mais parce qu'il l'a traversée. Il le voit comme un homme qui parle sans filtre, parfois brutalement, mais sans masque. Et dans des sociétés blessées, le masque est souvent plus dangereux que la brutalité. Dire que Guy Philippe serait un choix idéal pour Haïti ne signifie pas dire qu'il serait un dirigeant sans erreur. Cela signifie dire que beaucoup pensent qu'Haïti a besoin d'un homme qui ne recule pas devant l'obstacle, d'un homme qui ne baisse pas la tête quand la pression augmente, d'un homme qui accepte le conflit si le prix est la dignité nationale. Les peuples qui se redressent ne choisissent jamais le confort en premier. Ils choisissent la cohérence. Ils choisissent la fermeté. Ils choisissent parfois des chemins difficiles, mais assumés. Peuple haïtien, la vraie question n'est donc pas Guy Philippe. La vraie question, c'est vous. Quel type d'homme voulez-vous pour porter votre destin? Un homme qui rassure l'extérieur ou un homme qui assume vos colères et vos attentes? L'histoire est claire sur un point. Les nations ne se relèvent jamais avec des dirigeants qui ont peur de déranger. Elles se relèvent avec des hommes et des femmes capables de tenir droit quand tout pousse à plier. Je ne vous donne pas une consigne, je vous donne une réflexion. Parce qu'un peuple libre n'obéit pas à une voix. Il choisit en conscience. Et cette conscience commence toujours par une vérité simple, mais lourde à porter. Un pays ne change pas quand il a tout compris. Il change quand il refuse enfin d'accepter ce qui l'écrase. Peuple haïtien,
Permettez-moi maintenant d'élargir le regard, parce qu'aucune destinée nationale ne se comprend sans regarder au-delà de ses frontières, et parce que Haïti n'est pas seule dans ce qu'elle traverse. Je vous parle depuis un continent qui a appris, parfois trop tard, que la dépendance politique commence toujours par la dépendance mentale. Quand un peuple commence à croire que ses solutions doivent venir d'ailleurs, il perd déjà une partie de sa souveraineté. La diaspora haïtienne, partout dans le monde, porte une douleur silencieuse. Elle porte la nostalgie d'un pays qu'elle aime et la frustration de ne pas pouvoir le sauver à distance. Beaucoup travaillent dur, respectent les lois, construisent ailleurs ce qu'ils n'ont pas pu construire chez eux. Et pourtant, leur cœur reste attaché à Haïti. Mais la diaspora aussi observe. Elle observe les mêmes cycles, les mêmes promesses répétées, les mêmes élites qui changent de discours sans jamais changer de méthode. Quand je parle d'élite, je ne parle pas d'éducation ou d'intelligence. Je parle d'un système fermé, souvent coupé du réel, qui décide sans ressentir les conséquences. Des élites qui savent négocier à l'international mais qui ne savent plus écouter la rue. Dans beaucoup de pays fragilisés, ce divorce entre élite et population est la racine du chaos. Quand ceux qui gouvernent ne vivent jamais ce que vivent ceux qu'ils gouvernent, la colère devient inévitable. Et cette colère ne cherche pas forcément un homme parfait. Elle cherche un symbole de rupture, quelqu'un qui incarne l'idée que tout n'est pas écrit d'avance. C'est dans ce vide que certaines figures politiques prennent une place disproportionnée dans l'imaginaire collectif, non pas parce qu'elles contrôlent tout, mais parce qu'elles représentent un refus, le refus de la résignation. Le système international, lui, fonctionne selon une logique simple. Les États forts défendent leurs intérêts. Les États faibles s'adaptent ou subissent. Il n'y a pas de morale dans cette mécanique. Il y a des rapports de force. Et dans ces rapports, les pays pauvres paient souvent le prix le plus élevé. L'aide internationale, quand elle existe, n'est jamais gratuite. Elle est conditionnée, orientée, encadrée par des intérêts qui dépassent la simple compassion. Cela ne signifie pas que le monde complote contre Haïti. Cela signifie que personne ne défendra Haïti mieux que les Haïtiens eux-mêmes. L'histoire nous enseigne une chose constante. Les peuples qui retrouvent leur dignité ne le font jamais en demandant la permission. Ils le font en assumant des choix difficiles, parfois coûteux, mais cohérents. En Afrique, nous avons vu ce que produit la continuité sans courage. Elle produit la stagnation, la dépendance et la perte progressive de l'espoir collectif. Nous avons aussi vu ce qui se passe quand un peuple commence à se poser les bonnes questions. Pas les questions confortables, mais celles qui dérangent les habitudes. Haïti se trouve aujourd'hui à ce carrefour, entre la répétition et la rupture, entre la peur du conflit et la peur de disparaître lentement. L'avenir historique d'Haïti ne dépendra pas d'un seul homme. Il dépendra d'une prise de conscience collective, d'une capacité à dire que certaines méthodes ont échoué et que continuer sans changer serait une faute envers les générations futures. Chaque peuple, un jour, est jugé par l'histoire, non pas sur ce qu'il a subi, mais sur ce qu'il a accepté trop longtemps. La dignité n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Elle exige du courage, de la lucidité et parfois le refus de solutions faciles. Je ne vous parle pas de sauveurs, je vous parle de choix de société, de vision, de colonne vertébrale collective. Un pays ne se relève pas quand il trouve l'homme parfait. Il se relève quand il décide enfin de ne plus accepter l'inacceptable. Et cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Ni l'étranger, ni la diaspora, ni les élites. Elle appartient au peuple. Toujours, silence. Parce que c'est dans ce silence que naissent les vrais tournants de l'histoire. Pas dans le bruit, pas dans la peur, mais dans la décision calme d'un peuple qui refuse de s'effacer. Peuple haïtien, regardons maintenant ce que beaucoup évitent de regarder. Le lien fragile entre la diaspora et les décisions prises à l'intérieur du pays. La diaspora aime Haïti. Elle l'aime avec la distance, avec la nostalgie, avec la douleur de l'exil. Elle envoie de l'argent. Elle parle du pays partout. Elle le défend souvent mieux que ceux qui y vivent encore. Mais la diaspora ne gouverne pas. Elle observe, elle conseille. Parfois, elle critique. Et parfois, elle idéalise des solutions sans en porter les conséquences quotidiennes. Les décisions internes, elles, tombent toujours sur ceux qui restent, sur ceux qui vivent l'insécurité chaque nuit, sur ceux qui affrontent la faim quand l'argent n'arrive plus,
sur ceux qui n'ont pas d'aéroport pour partir quand la situation devient insupportable. Ce décalage crée une tension silencieuse. La diaspora veut aider, le pays veut respirer. Et entre les deux, des décisions lourdes doivent être prises, ici et maintenant. Un peuple ne peut pas éternellement déléguer son courage, ni à l'extérieur, ni à l'histoire, ni aux générations futures. C'est ici que la question de la responsabilité devient centrale. Responsabilité des élites, responsabilité des dirigeants, mais aussi responsabilité des générations actuelles. Chaque génération reçoit un pays, pas dans l'état qu'elle souhaite, mais dans l'état réel. Et cette génération a un devoir simple et terrible à la fois. Soit elle corrige la trajectoire, soit elle transmet le fardeau intact à ceux qui viennent après. L'histoire n'excuse pas l'inaction. Elle explique les causes, mais elle juge les choix. Pendant trop longtemps, Haïti a accepté des compromis qui affaiblissaient sa colonne vertébrale. Des compromis faits au nom de la stabilité, au nom de la paix apparente, au nom de l'aide promise. Et pourtant, la stabilité n'est jamais venue. La paix est restée fragile et l'aide n'a jamais suffi à reconstruire la dignité. Un peuple finit toujours par comprendre une vérité simple. Ce qui n'a jamais marché ne marchera pas par miracle. C'est dans ce moment de lucidité que certaines figures prennent une dimension particulière. Non pas parce qu'elles seraient la solution unique, mais parce qu'elles incarnent un refus clair de continuer comme avant. Beaucoup d'Haïtiens voient dans la posture de Guy Philippe cette idée d'homme qui ne recule pas quand la pression monte, un homme perçu comme prêt à assumer l'obstacle plutôt que de le contourner. Un homme qui accepte le risque politique quand le prix est la dignité nationale. Je ne vous parle pas d'un homme sans erreur. Je vous parle d'un symbole de fermeté dans un monde qui récompense la souplesse excessive. Les nations qui se relèvent passent toujours par une phase inconfortable. Une phase où il faut choisir entre plaire et tenir, entre être applaudi et être respecté. Ce choix n'est jamais abstrait. Il se paye en tension, en critique, parfois en isolement. Mais l'histoire montre aussi que les peuples qui évitent éternellement ce moment finissent par disparaître lentement. Pas d'un coup, mais à force de concessions silencieuses. Haïti est à ce moment précis. Un moment où la question n'est plus qui parle le mieux, mais qui tient quand tout pousse à céder. Les générations actuelles portent une responsabilité lourde. Elles ne peuvent plus se réfugier derrière l'excuse du passé. Elles ne peuvent plus attendre que le monde décide à leur place. Chaque décision prise aujourd'hui écrit une ligne pour demain. Et chaque hésitation prolonge une souffrance inutile. Je vous parle avec gravité, parce que les peuples qui changent leur destin le font toujours dans le silence intérieur, pas dans la foule, pas dans la colère aveugle, mais dans une décision calme et assumée. La diaspora peut soutenir, les partenaires peuvent observer, mais la décision finale appartient toujours à ceux qui vivent la réalité du pays chaque jour. Un pays ne se reconstruit pas avec la peur de déplaire. Il se reconstruit avec la volonté de tenir debout. Le futur historique d'Haïti ne dépendra pas d'un homme seul. Il dépendra du courage collectif de rompre avec ce qui affaiblit, d'assumer des choix clairs et de refuser les demi-mesures qui prolongent l'agonie. Je ne vous demande pas d'applaudir. Je vous demande de réfléchir. Parce qu'un peuple honoré est un peuple qui se regarde en face, qui reconnaît ses erreurs et qui décide de ne plus les répéter. Le grand tournant de l'histoire ne fait jamais de bruit au début. Il commence par une prise de conscience, puis par un choix et enfin par une endurance. Silence, c'est dans ce silence que se mesure la maturité d'une nation. Pas dans les discours, pas dans les promesses, mais dans la capacité à dire assez. Assez de la faiblesse déguisée en prudence. Assez de la dépendance présentée comme une solution. Assez de la peur érigée en méthode de gouvernement. Un peuple qui refuse de baisser la tête écrit toujours sa propre page. Lentement, difficilement, mais durablement. Et quand l'histoire regardera cette génération, elle ne demandera pas si elle a été aimée. Elle demandera si elle a eu le courage de tenir. Peuple haïtien, maintenant, je vous demande une chose simple. Fermez les yeux un instant, pas pour fuir la réalité, mais pour la regarder sans bruit. Imaginez le regard de ceux qui ne sont pas encore nés. Ils ne vous demanderont pas combien vous avez souffert. Ils le sauront déjà.
L'histoire retiendra vos douleurs, mais elle jugera vos choix. Chaque génération reçoit une heure fragile entre ses mains, une heure où elle peut répéter ou corriger, une heure où elle peut se taire ou parler juste. Les générations futures regarderont cette période et poseront une seule question, pas une question compliquée, une question droite. Ont-ils continué par habitude ou ont-ils osé changer de posture? Ils verront les mêmes images que nous, les mêmes rues fatiguées, les mêmes familles séparées, les mêmes promesses déjà entendues. Mais ils verront aussi autre chose. Ils verront si, à un moment précis, un peuple a décidé de ne plus se mentir. Ils verront si vous avez accepté des dirigeants faibles parce qu'ils rassuraient, ou si vous avez accepté des choix difficiles parce qu'ils tenaient debout. L'histoire est cruelle avec les peuples qui confondent prudence et renoncement. Elle ne punit pas immédiatement. Elle érode, elle use, elle fait disparaître lentement ceux qui n'osent jamais se lever. Regardez autour de vous. Combien de nations ont disparu sans guerre, sans explosion, simplement par fatigue morale? Un pays ne meurt pas quand il est pauvre. Il meurt quand il n'a plus de colonne vertébrale. Je vous parle sans colère, sans excitation, parce que les grandes décisions ne naissent jamais dans le bruit. Elles naissent dans un silence intérieur. Un silence où l'on accepte enfin de regarder ce qui fait mal. Ce silence, Haïti est arrivé. Plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Plus personne ne peut dire qu'il n'a pas vu. Le monde observe, oui, mais le monde ne portera pas vos conséquences. La diaspora peut aimer, soutenir, espérer, mais elle ne vivra pas chaque nuit ce que vivent ceux qui restent. Les élites peuvent analyser, expliquer, commenter, mais elles ne ressentent pas toujours le poids quotidien de l'insécurité et du manque. Au bout du compte, l'histoire ne retient qu'une chose, le moment où un peuple cesse d'accepter ce qui l'écrase. Ce moment n'a pas besoin d'applaudissements, il n'a pas besoin d'unanimité, il a besoin de courage tranquille, pas le courage qui crie, le courage qui tient. Les générations futures ne vous demanderont pas si le chemin était facile, elles sauront qu'il ne l'était pas. Elles vous demanderont si vous avez eu le courage de ne plus baisser la tête. Silence, parce que dans ce silence se joue quelque chose de plus grand qu'un nom, plus grand qu'un débat, plus grand qu'une époque. Il s'y joue la dignité d'un peuple. Et cette dignité ne se négocie pas. Elle se porte, elle se défend, elle se transmet. Un jour, quand l'histoire tournera la page, elle écrira simplement ceci. Ils ont compris qu'un peuple ne se relève pas quand il a moins peur, mais quand il refuse enfin de vivre à genoux